Ouais. Tellement. Bon, si on peut se rapprocher un peu, c'est pas très compliqué, vu le nombre qu'on est. Il y a beaucoup de gens assis aux tables là-bas qui pourraient venir nous rejoindre. Je pense qu'ils sont concernés par ce qui va leur arriver sur leur retraite aussi. Ça serait sympa, un peu de convergence. Donc moi, je vais simplement vous rappeler que la grève des cheminots, ça porte l'intérêt général. Mesdames, s'il vous plaît. Le micro. Bon, merci quand même. Alors, donc il y a une possibilité qui s'offre à nous quand même d'arrêter le rouleau compresseur du gouvernement Macron. Les cheminots ne sont pas dupes. Ils savent pertinemment que le sort qui leur est réservé, c'est celui qu'ont connu les autres entreprises, telles que EDF, GDF, France Télécom, La Poste, Air France, sans oublier ce qui va se passer dans les hôpitaux, bien sûr, l'accès aux hôpitaux, aux services administratifs délocalisés, que vous connaissez bien, les cartes grises, les cartes d'identité, et aux services de proximité, les territoriaux et l'équipement. Donc c'est bien la démonstration que contrairement à ce que les médias nous rabâchent les oreilles avec ça en disant il n'y aura pas de convergence de lutte, quand même, aujourd'hui, même sur Cherbourg, il y a eu plus de 1400 manifestants, il y avait beaucoup de monde de différentes corporations. Alors c'est la démonstration que sans cette convergence de lutte, nous sommes impuissants. Je vous rappellerai l'histoire quand même. Contre Sarkozy, nous n'avons pas réussi à nous opposer à la loi sur les retraites. Contre Hollande, nous n'avons pas réussi à nous opposer à la loi El Khomri. Contre Macron, nous n'avons pas réussi à nous opposer à la loi travail. Et la grève des cheminots nous offre l'opportunité de réagir tous ensemble pour s'opposer à cette politique capitaliste dite libérale. Tous les citoyens souffrent au quotidien des agressions du gouvernement Macron. Dans la santé, les hôpitaux, avec réduction des moyens humains, avec suppression du SMUR secondaire à Granville. On prendra les choses locales pour le plus possible. La fermeture des lits de la maternité d'Avranches. Dans les EHPAD, avec la maltraitance institutionnelle, avec peu d'agents pour assurer la prise en charge des résidents. Et là, je citerai, il y en a plein, pratiquement tous les EHPAD, que ce soit Saint-Hilaire-du-Harcouët, Granville, Saint-James, Avranches, Mortain, la Épinel, il y en a plein. L'énergie, la remise en cause des tarifs réglementaires pour satisfaire les entreprises privées, mais certainement pas les usagers ni les employés de ces entreprises. Les étudiants qui sont là d'ailleurs, et qui ont fait des bons mouvements, plus que les actifs, plus que nous, adultes, puisqu'ils ont bloqué la dernière fois leur lycée, le lycée Littré, et là ils l'ont bloqué aussi. Ce matin, c'était ceux de Coutances qui essayaient de bloquer aussi leur lycée professionnel. C'est la réforme, effectivement, de l'enseignement, avec l'accès à l'université, les réformes du bac, qui vont renforcer les inégalités sociales. La Poste, avec les transferts de proximité aux communes, voire aux commerçants, avec des prestations en moins. Dans quelques jours, il va y avoir une décision de prise sur la Poste d'Isigny-le-Buat, celle de Bresset. Il y a eu le feu, je ne sais pas comment il est venu le feu, mais maintenant c'est à l'Office du tourisme. Sourdeval, pardon, il y en a d'autres, et je crois que Saint-James. Les retraites. Macron, il vole et il ment aux retraités. L'augmentation de la CSG par foyer fiscal et diminution des cotisations payées par le patronat. Et non par personne, c'est par foyer fiscal. Puisqu'on nous avait dit, en dessous de 1200, il n'y aura pas de CSG. Si, parce que c'est pour le foyer fiscal. La sécurité sociale avec l'assurance maladie, universalisation des assurances complémentaires pour détruire et remplacer la sécurité sociale. Les carrefours, puisque ça ne concerne pas non plus que les services publics, les carrefours avec une suppression de 2700 emplois et 250 structures, ainsi que la diminution de la prime d'intéressement qui est passée de 600 € à 50 €. Depuis, il y a eu des mouvements de monnaie, ils ont récupéré un peu, mais ça ne règle pas le problème des licenciements. Les éboueurs, pour la mise en place d'un service public national de traitement des déchets et prise en compte de la pénibilité de leurs tâches. Les péages aussi, on peut parler de tout, il y en a partout, ils sautent dans tous les sens et ils sont en train de matraquer tout le monde. Et il y a si peu de réactions. Les péages, avec la privatisation des péages, ça n'a fait qu'augmenter le coût sans investissement des structures nouvelles.
La justice, avec la suppression des tribunaux de proximité, prud'homme, audience foraine, sur les divorces, les juges d'enfants. Ici, ça risque de sauter. On va faire sauter plein de tribunaux, dont les tribunaux d'instance. On ne divorce plus. Ça, c'est une bonne chose. Non, je sais pas. Les demandeurs d'emploi aussi, avec l'accès de plus en plus limité aux services de Pôle emploi et bien d'autres. Si vous en avez d'autres, effectivement, vous pouvez les citer. Il y en a plein. Mais quand ça va s'arrêter, ça ne pourra s'arrêter que si on réagit. Et tous ces exemples-là, ça ne peut pas nous laisser indifférents quand même. Ça nous invite à rejoindre le mouvement lancé par les cheminots. C'est un exemple. Parce qu'on dit les cheminots, ils gueulent après leur statut. Sauf que les cheminots qui sont en statut, ils ne vont pas y toucher leur statut. Ils travaillent pour la génération qui vient derrière. Et ça, personne n'en parle. Donc c'est plus de la solidarité que de l'individualisme. Donc on sait très bien qu'il y a des grèves qui portent cet intérêt général. Et la défaite des cheminots, s'il y a défaite, ça sera la défaite de tous. Par contre, s'il y a une victoire des cheminots, ça sera la victoire de tout le monde. Parce que n'oublions pas, si leur statut saute, ça marche déjà plus, c'est pas grave. Ah non, on a été coupé par Macron. Et si ça saute, effectivement, après, on va s'attaquer aussi aux territoriaux. On va s'attaquer au statut des hôpitaux. Il n'y a pas de micro, il ne marche pas. Celui-là, il doit marcher. Bon, de toute façon, j'en ai bientôt terminé, même si ça ne sera jamais fini cette histoire, puisque la défaite des cheminots, comme je vous disais, si jamais elle a lieu, et ce qu'on ne souhaite pas, sauf que s'il n'y a pas de mobilisation plus grande que ça, eh ben, elle risque de tomber. Et si elle tombe, après, ils vont s'attaquer, effectivement, aux autres statuts des services publics, les territoriaux, les hôpitaux, c'est déjà plus ou moins commencé, et ça va flinguer. Donc, à nous un peu, ils ne sont pas là non plus pour faire la loi qu'ils veulent. Si on les laisse faire, alors, comme certains qui sont absents aujourd'hui, allons à la plage, ça sera mieux. Et je pense que la bagarre, elle se mène ici, dans la rue. Voilà, je passe la parole aux cheminots. Oui, bonjour, donc j'interviens au niveau des cheminots, mais c'est la déclaration qui a été lue ce matin à la manif de Saint-Lô, on était 120. Ça a été lu par Sébastien, un activiste qui mène la grève à Grandville. Il ne pouvait pas être là cet après-midi, donc il m'a demandé si je pouvais lire ce qu'il a déclaré ce matin. Donc, Monsieur Macron, vous évoquez sous forme nostalgique que votre grand-père était cheminot. Que dirait-il lorsque vous et votre gouvernement taxez les cheminots de privilégiés? Depuis plus de 20 ans, ce sont des attaques incessantes sur la remise en cause du service public ferroviaire. Toutes vont dans le même sens, ouverture à la concurrence, privatisation, recherche de profit et transformation d'une entreprise publique en société par action. Le 1er février, un rapport du député Duron a été remis à la ministre des Transports. Il rapporte que tout n'est pas possible sur les lignes régionales et qu'il faut choisir. Il préconise le transfert des lignes non rentables aux régions afin de réduire le coût des dépenses d'entretien supportées par l'État. Des régions qui ne pourraient faire face à de telles charges supplémentaires au vu de leur budget contraint. Si cette mesure advenait, ce serait plus de 14 000 km de lignes menacées. Et je ne parle pas du rapport Spinetta qui, lui, préconise 19 000 km de ligne. La note serait salée pour les usagers. L'État doit être garant de l'aménagement du territoire. Le maillage fin du réseau doit être indispensable à l'irrigation du territoire pour répondre aux besoins de proximité pour les voyageurs, mais également pour les industriels en matière de transport de marchandises. D'ailleurs, l'annonce de l'affiliation du fret SNCF par le Premier ministre ce lundi 16 avril en remet une couche à l'attaque du service public, alors que l'État est responsable de l'abandon du ferroviaire dans le domaine des marchandises. Si quelqu'un avait des doutes sur les volontés libérales de ce gouvernement, en voici un bel exemple. Comment cela se passerait-il si nous avions 2 ou 3 entreprises en concurrence, indépendantes l'une de l'autre? Pourrait-il garantir des liaisons interrégionales? Il y aurait également une multiplication d'un nombre de types de transport. Et quelles seraient les correspondances à une gare avec des opérateurs différents? Et en termes de sécurité, les règles seraient-elles les mêmes d'une entreprise à une autre?
La réforme souhaitée du gouvernement ne traite pas la question des moyens de financement pour relancer le train public. Il ne règle en rien les dysfonctionnements du système ferroviaire, cause de retard et suppression de trains. Elle n'aborde pas l'organisation de la production par activité. Celle-ci cloisonne les services, rend plus difficile l'interaction entre les cheminots. Un exemple, un conducteur de train fret ne peut pas conduire un train de voyageurs même s'il est disponible. Un vendeur Île-de-France est cantonné à la vente de billets transiliens, etc., etc. Pourtant, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a été directrice de la stratégie SNCF en 2002 et 2007. De plus, Bercy impose à l'entreprise la réduction du personnel, ce qui aggrave la situation. Pour 2018, la direction annonce 2046 emplois, dont 500 aux frais. Les établissements doivent organiser la production à partir de cette contrainte via le recours à l'intérim et à la sous-traitance. Ce qui réduit le fonctionnement du savoir-faire. Quant à l'environnement, selon la projection du ministère, les volumes de marchandises transportées pourraient croître de 90% d'ici 2050, sachant que l'on n'utilise que 10% du fret. La route capterait la quasi-totalité de cette augmentation, avec les effets néfastes que l'on sait sur la pollution et l'engorgement routier. Quant au statut des cheminots, cela permet d'assurer la sécurité ferroviaire. Il faut une stabilité du personnel et une acquisition continue de compétences. Pour assurer la continuité du service, une grande partie du personnel doit travailler de nuit, les week-ends et jours fériés. L'indemnisation est plus réduite que dans le droit commun, afin d'en limiter le coût. Le statut est donc un équilibre entre droit et devoir. C'est ce qui fait dire aux experts que cette suppression pourrait coûter plus cher que son maintien. À la session parlementaire du 10 et 11 avril, on a abordé les articles 2 et 3 de la loi ferroviaire. À l'article 2, le passage d'un contrat public-privé ne maintient pas l'ancienneté de l'agent. De plus, son contrat de travail est maintenu sur une durée maximale de 15 mois pour permettre de réaliser des accords d'entreprise. Rien ne montre la garantie de préserver le statut pour les salariés le possédant, déjà comme on en entend beaucoup trop. Que dire aussi sur l'image que l'on martèle à longueur de journée sur une entreprise ferroviaire archaïque et onéreuse. D'après un cabinet d'experts indépendants, la France est le 7e système ferroviaire le plus performant d'Europe, évalué sur 25 pays européens. De plus, la France est classée 2e après l'Allemagne, sur les États à plus de 15 000 km de ligne. Ça, c'est écrit dans Libération. L'étude porte sur l'intensité du système ferroviaire, nombre de voyageurs transportés, la qualité des services dispensés, ponctualité des trains régionaux et longue distance, la sécurité, nombre d'accidents en fonction du nombre de kilomètres parcourus. La France fait partie du premier des 3 groupes distingués dans le rapport, comme la Suisse, la Suède, le Danemark, la Finlande et l'Allemagne. D'après l'étude, la France illustre par son système ferroviaire particulièrement performant. D'après un document issu de statistiques et une étude européenne, rien ne prouve qu'il y a une réelle amélioration concernant la fréquentation, la qualité du service et la baisse des coûts avec l'ouverture à la concurrence. Alors que veut ce gouvernement? En réalité, faire plaisir à des actionnaires afin d'engranger encore plus de dividendes au détriment des usagers et de la population. Nous refusons l'austérité financière, le diktat des technocrates européens. Nous nous battons pour un service public de qualité. Nous ne tomberons pas dans la démagogie. Nous ne tomberons pas dans les démagogies qui caractérisent les positions dogmatiques du gouvernement. Alors, Monsieur Macron, revenez à la raison, entendez les salariés et leurs difficultés, plutôt que de continuer des réformes d'austérité qui n'aident en aucun cas au bon fonctionnement du pays. Je voulais juste rajouter qu'une caisse de solidarité a été créée pour venir en aide aux cheminots en grève. Donc on a un copain qui a un drapeau qui fait une collecte au drapeau. Ce matin à Saint-Lô, on a récupéré 190 €. Voilà. Il faut se repérer au drapeau. Voilà. Ceux qui veulent solidaire avec les cheminots. C'est les étudiants qui disent quelque chose. Je vais rajouter quelque chose par rapport au service public ferroviaire. C'est par le collectif citoyen de défense des lignes Paris-Granville, Caen-Tours et Caen-Rennes. Donc
on dit le rail, attention, un mensonge peut en cacher un autre. La mise en concurrence, c'est l'antichambre de la privatisation, la preuve par l'exemple de GDF. Donc pour vous retracer, en 14 ans, GDF, en 2004, GDF, comme la SNCF aujourd'hui, était un établissement public à caractère industriel et commercial. Sarkozy disait, comme Édouard Philippe et Macron aujourd'hui, est-ce que nous voulons privatiser l'entreprise? Non, non et non. Alors GDF a changé de statut pour transformer l'EPIC en société anonyme avec l'État comme actionnaire, en jurant que l'État conserverait au moins 70% des actions. En 2006, le gouvernement de Villepin a vendu des actions au groupe privé Suez, mais l'État restait encore majoritaire. En 2008, le gouvernement Fillon a de nouveau vendu des actions à Suez. Et c'est Suez qui est devenu majoritaire. Du coup, GDF s'est appelé GDF Suez. Et maintenant, pour effacer toute trace de GDF, c'est devenu Engie. En 2018, le gouvernement Philippe, avec le projet de loi Pacte sur les entreprises, s'apprête à faire sauter le dernier verrou, l'obligation faite à l'État de détenir un tiers des parts d'Engie. Et voilà, le tour est joué, l'avenir de la SNCF est tracé, et ça ne demandera sans doute pas 14 ans. C'est pour ça qu'il faut lutter pour conserver ce service public de qualité. Une autre comparaison qui a été faite aussi, c'est dans les pays où s'est fait la privatisation du rail. En Allemagne, par exemple, la Deutsche Bank devenue société par action en 1994, un mode de gestion soumis à la rentabilité financière. Le bilan, forte hausse des billets de train, des prix des billets, réduction drastique de la maintenance, réduction des investissements sur les réseaux secondaires et des suppressions d'emplois. Au Japon, le réseau a été privatisé en 1987 et éclaté en 7 sociétés. Bilan, des zones rurales délaissées, des lignes abandonnées et remplacées par des cars, y compris dans les zones de population vieillissante. La maintenance est concédée à la sous-traitance et n'assure plus la pleine sécurité. Au Royaume-Uni, le chemin de fer a été privatisé en 1993 par Thatcher avec une myriade de compagnies privées. Bilan, explosion des tarifs, retard, annulation de trains, sous-investissement chronique des rails et des matériels, maintenance insuffisante. Rappelons-nous le film de Ken Loach, The Navigator, en 2002. Si bien qu'aujourd'hui, la renationalisation est mise à l'ordre du jour du débat politique. En France, la libéralisation du fret ferroviaire, entreprise depuis 2006, a conduit à la perte de 50% de son trafic et la suppression de 400 gares de triage. Du coup, il y a beaucoup plus de camions sur les routes. Un train de marchandises remplace 57 poids lourds de 32 tonnes, ce qui contrevient à la protection de l'environnement et à la logique de la COP21. La privatisation va augmenter le poids de la dette parce que les taux d'intérêt seront plus élevés du fait que la garantie des dettes par l'État sera moindre. En reprenant la dette, l'État permettrait à la SNCF d'économiser 2,7 milliards de frais financiers qui seraient disponibles pour les investissements. Alors pourquoi cette réforme du rail? Tous les services publics sont dans le collimateur. C'est du dogmatisme idéologique au seul service des appétits de la finance. Car le gouvernement n'est pas capable de démontrer en quoi la mise en concurrence et la privatisation amélioreront le service pour les usagers. Bravo. On va passer la parole aux lycéens. J'ai rien préparé, mais donc voilà, nous on a bloqué le lycée Littré aujourd'hui. C'était la deuxième fois, on a déjà bloqué le lycée le 22 mars et le 23 mars. Donc nous, notre lutte, c'est principalement contre la sélection à l'université. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, au lieu d'adapter le nombre de places
en fac, le nombre de places en fac au nombre d'élèves, il adapte le nombre d'élèves au nombre de places. Et donc nous on demande l'ouverture de nouvelles places dans les filières saturées. On est également contre le nouveau bac qui va instaurer des inégalités sociales, tout comme la sélection à l'université. Et donc voilà, depuis ce matin, le lycée est bloqué, les épreuves de bac ont été bloquées. Et voilà, également notre mouvement, c'est en soutien aux services publics, parce qu'on est contre toutes les privatisations. Les services publics, c'est la force de la France. C'est pas fait pour être rentable, c'est fait pour rendre service à la population. Bravo. Elle fait le niveau. Elle fait le niveau, c'est le fer de lance, le service public. Voilà, donc on est tous bénéficiaires des services publics et on sait que si le rail est privatisé, les prix vont augmenter, il y aura à branche, on sera mal desservi puisque ce sera le profit qui sera... les Américains. Et donc voilà, on est en soutien aux services publics. Et voilà, et donc oui, samedi, avec les organisateurs du blocus, on va rencontrer le député Bertrand Sort, donc pour parler de tout ça avec lui et lui proposer des choses. Voilà, merci. Bravo. On sera là à votre soutien. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres corporations qui veulent dire quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres corporations qui veulent s'exprimer ou sur les services publics ou autres? Je vous rappelle que l'exemple dans l'énergie, EDF a aussi libéralisé le marché de l'énergie en 2007, sous prétexte que la mise en concurrence allait faire baisser les prix. Et vous avez tous constaté que les prix de l'électricité et du gaz ont augmenté largement, au moins 40%. Donc là, c'est toujours les mêmes dictats de l'Europe, l'Europe libérale qui dit la concurrence, la faire baisser les prix. C'est complètement faux. C'est un marché de dupes et il ne faut pas se laisser faire. Et bien sûr, il faut être nombreux et rester mobilisés tous ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer au micro? N'hésitez pas. Juste pour revenir aussi sur la SNCF, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ça y est, les guichets de la gare d'Avranches et de la gare de Villedieu sont fermés, à Vire aussi, donc c'est vraiment un recul. Donc maintenant, sur Avranches, vous pouvez acheter vos billets de train à l'Office du tourisme, sauf qu'ils ne vendront des billets que sur la ligne Paris-Granville et sur la région Normandie. Donc si vous voulez aller à Marseille ou à Perpignan, ce ne sera pas possible, il faudra aller à Granville pour acheter votre billet de train. Il y a combien de temps à Granville? Il y a combien de temps à Granville, comme dit monsieur, c'est sûr que... Je veux dire merci pour ceux qui ont participé à la caisse de solidarité. Mais je tiens à vous informer qu'on tiendra au courant de la répartition des collègues, sachant que ce n'est pas exclusif réservé à la CGT. Voilà. Donc on partagera avec des grévistes qu'ils soient à la CGT ou pas, parce qu'on a des jeunes qui sont là et qui ne sont pas syndiqués. Voilà. Voilà. Ouais. Moi, je voudrais parler au nom des métallos et des métallotes, car nous sommes en train de renégocier depuis 18 mois notre convention collective, et forcément l'UIM se donne l'accord joie de revenir en arrière. Donc voilà, je passe le message de la fédération. Le personnel des EHPAD, de la fonction publique, des hôpitaux, de l'éducation nationale, de la SNCF, d'Air France, les retraités ont raison de lutter, de défendre leur travail, leurs conditions de travail, leurs droits, leur pouvoir d'achat. Ils ont 1000 fois raison.
pour eux, bien sûr, mais aussi pour les citoyens, car ils seront immanquablement, un jour ou l'autre, des patients, des voyageurs, des utilisateurs des services publics ou tout simplement des parents. Dans la métallurgie, les mêmes mots doivent générer les mêmes remèdes. Le patronat de la branche, depuis 18 mois, s'attaque à tous nos droits, avec comme objectif la réduction à peau de chagrin des garanties contenues dans nos conventions collectives. Beaucoup de ces droits contenus sont spécifiques à nos activités et nos métiers, et ont été acquis par les travailleurs tout au long du XXe siècle. Quelques exemples du retour en arrière que tente d'imposer l'UIM. Concernant les classifications, plus de reconnaissance des diplômes, plus d'évolution de carrière garantie, précarité totale en matière de classification de salaire. Concernant le temps de travail, explosion des heures supplémentaires imposées. De 220, elle passe à 510. Le forfait jour pourrait aller jusqu'à 235 jours par an. Concernant la précarité, ouvrir les contrats de chantier dans la métallurgie pour tous les secteurs, outils supplémentaires de précarisation des salariés, recours facilité au CDD et à l'intérim. Les métallurgistes ont besoin d'autre chose. Augmenter des salaires, réduction du temps de travail, de meilleures conditions de travail et un vrai déroulement de carrière. C'est tout le sens de notre revendication d'une convention collective nationale de haut niveau pour tous. Tous les voyants sont au vert. Les entreprises peuvent et doivent répondre aux attentes des salariés, mais aussi développer l'emploi en embauchant massivement. Donc aujourd'hui, défendons l'emploi et améliorons nos conditions de travail. Augmentons les salaires et reconnaissons nos qualifications. Et participons aux manifestations qui sont organisées à travers tout le pays. Bravo. Bravo. Eh ben on va aller à la plage. Les navettes en Un petit mot concernant la justice, concernant les problèmes pour les salariés. Vous savez que quand il y avait des difficultés dans les boîtes pour les élections dans les entreprises, les salariés pouvaient très bien faire un recours au tribunal d'instance. Alors il y a des choses qui apparaissent dans les ordonnances Macron, que tout le monde n'avait pas vu forcément, et qu'on découvre. Donc les salariés allaient défendre leur bistec au tribunal d'instance contre l'employeur sur les trafics par rapport aux organisations d'élections professionnelles. Et à compter de la nouvelle ordonnance, il faudra la présence d'un avocat pour défendre son dossier. Ça, c'est un petit point qu'il faut se rappeler quand même parce que ça va encore couper l'herbe sous le pied des salariés. Et concernant donc les prud'hommes, il y a quand on dit Macron, il vient d'où? Il vient du milieu typiquement américain, il y a une expérimentation au niveau des conseils de prud'hommes, c'est testé sur Rennes et Lille. Rennes a renvoyé la balle en refusant, Lille l'a accepté et commence à la renvoyer. Il y a un système qui s'appelle la justice prédictive, où ils vont rentrer dans des boîtes de données. Moi j'ai aucune compétence là-dessus, mais ils vont rentrer dans des boîtes de données, toutes les jurisprudences, toutes ces choses-là. Ça fera un peu indirectement comme Pôle emploi, c'est-à-dire que vous contesterez votre licenciement ou vos droits, vous rentrerez tout dans la boîte et la boîte rendra le jugement. Ça c'est ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'ils veulent implanter ici. Alors je crois que si les gens ne comprennent pas vraiment tout ce qui nous tombe sur le coin de la tête, ben écoutez, allons-y gaiement, hein, je pense qu'on peut essayer ça. Je crois qu'il y a un gros dilemme, un gros problème au niveau des entreprises. Je le rabâche à chaque intervention ici, mais on ne fera rien bouger. Là aujourd'hui, on est une petite centaine. On ne fera rien bouger avec des mouvements comme ça si on ne bloque pas la production dans les entreprises. Il faut bloquer ça. À partir du moment où on touche leur pognon, là ils s'affolent. Et il y a eu plein de bagarres, parce que ça on n'en parle jamais, les médias n'en parlent pas. Il y a eu plein de bagarres de gagner sur des choses comme ça. Et voilà, à nous aussi dans les entreprises, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui existent dans le secteur qui sont absentes. Et qui vont effectivement constater, comme disait un vieux papy, c'est pas quand on a fait dans son pantalon qu'il faut le baisser, c'est trop tard. Donc à nous un peu de se bouger le cul. Et il faut anticiper ces choses-là. Il y a une bagarre, ils sont convaincus qu'ils ont raison, sauf qu'ils n'ont pas toujours raison. Et je pense qu'on peut les bousculer, mais à nous de le faire.
Donc a priori, le prochain rassemblement sera pour le 1er mai, la fête du travail. Dans la convergence des luttes, cette date-là tombe bien. Donc on vous donne rendez-vous le 1er mai à 10h30 devant la mairie d'Avranches. Même l'idée de... Peut-être. Ah oui. Tout ce qui est bon pour... Donc il y a également un rassemblement pour le 1er mai à Grandville à 10h30, place de la mairie. Il lance cette idée de faire la fête le 5 mai. Ça s'est passé quand même, il y a eu des élections. Et le 5 mai, on fait la fête à la campagne. Ça, c'est politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est vraiment à l'appel des partis politiques. Il faut qu'on tout, Les syndicats n'ont pas fait pour des syndiqués, des politiques. Mais nous, on ne peut pas le faire syndicalement. Donc, vu le nombre qu'on est, on va pas. Je pense que vous êtes d'accord pour qu'on va pas faire un défilé, c'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est chacun de mobiliser ses voisins, ses amis, sa famille. Je veux dire, il faut qu'on élargisse le mouvement pour vraiment défendre nos services publics, parce que c'est les nôtres, ça appartient à la nation. Les services publics, c'est le financement de la contribution de tout le monde. Et donc, je vous invite à mobiliser le plus largement possible autour de vous pour les prochains mouvements qu'il y aura. Et puis, de venir nombreux le 1er mai pour échanger sur les idées, sur les services publics et sur les conditions de travail, la politique du gouvernement, etc. Voilà. Bonne soirée à tous, merci d'être venus, à la prochaine.